Bonsoir à nouveau. Comme elle a dit, effectivement, nous sommes à l'heure de la session qui va porter sur, du panel qui va porter sur le repositionnement de la recherche dans les engagements des pays entre défis et opportunités. Elle l'avait déjà dit, l'agenda de recherche du partenariat de Ouagadougou a été lancé en 2011 et s'exécute à travers les 3 piliers qui le composent. Après 3 années de mise en œuvre, l'agenda de recherche du partenariat a soutenu 3 recherches conduites par 3 instituts et couvrant 7 pays. Il a également soutenu le renforcement des capacités institutionnelles de 10 instituts de recherche et la mise en place d'une cartographie des instituts à travers la nouvelle page web recherche du site de l'UCPO. Les résultats des recherches ont été partagés avec la communauté du PO à Abidjan du 12 au 14 novembre 2024. Ces résultats ont bien retenu l'intérêt des décideurs ainsi que les points focaux de la société civile, les jeunes, les religieux et les journalistes. Cet intérêt rassure quant à l'utilisation des résultats de ces recherches, non seulement par les décideurs, mais également par les organisations de la société civile dans les processus de plaidoyer. Ainsi, cet agenda de recherche du PO renforce la collaboration entre les chercheurs et les décideurs. Cette collaboration se construit autant à travers la conception des projets de recherche, mais également la formulation des politiques nationales de santé. Cette session qui porte sur le repositionnement de la recherche dans les engagements des pays entre défis et opportunités va être animée avec 4 invités. Notre première invitée est une femme. Ça s'applaudit les femmes. On commence par une femme. Donc notre première invitée est une femme. Actuellement, elle est doctorante en population, développement et santé à l'UQAD. Elle a une solide expérience, formation académique en sciences sociales avec un master 2 en interrelation population, développement et santé de la reproduction de l'UQAD et une licence en sciences politiques et relations internationales. Professionnellement, elle occupe actuellement le poste de senior plaidoyer et stratégie jeune à MSH Sénégal, où elle coordonne des programmes clés comme zéro grossesse en milieu scolaire et les plaidoyers pour l'autorisation de l'avortement en cas de viol et en cas d'inceste. Elle a une vaste expérience dans les plaidoyers et le développement des programmes pour les jeunes, notamment en tant que fondatrice et coordinatrice du cadre consultatif des organisations de la société civile jeunes du Sénégal en santé de la reproduction. Elle a aussi été le point focal jeune du partenariat de Ouagadougou et de FP 2020. Bénévole active depuis 2017 à l'Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et de la PF. Elle a occupé divers rôles, dont responsable plaidoyer et chargé de la recherche. Son engagement pour les jeunes s'étend à plusieurs projets de recherche, plusieurs collectes de données et d'évaluation en collaboration avec des institutions internationales. Vous l'avez bien imaginé, mesdames et messieurs, il s'agit de Madame Fatou Diop, que je vous prie d'accueillir sur ce podium. Sous vos acclamations. Merci. Merci. Notre prochain invité est un chercheur. Dans le domaine de la recherche, il a été chercheur principal dans de nombreux projets de recherche sur la santé de la reproduction en Afrique et surtout au Burkina Faso, y compris des projets de PF menés en collaboration avec de nombreuses institutions comme l'Université Johns Hopkins ou le Guttmacher Institute. Il est actuellement le chercheur principal de la plateforme de recherche sur la PF appelée PMA, que tout le monde connaît dans la salle, en collaboration avec l'Institut Gates de l'Université Johns Hopkins. Il est également membre du comité scientifique du projet de l'UISP sur la PF et les développements urbains en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Il est auteur de plus d'une 50aine de publications scientifiques sur la santé de la reproduction. Pour nous autres jeunes chercheurs, quand vous partez sur le net, quand vous tapez son nom, vous êtes, comment je vais dire, ébloui par la qualité justement de ses œuvres scientifiques qui vous apparaissent déjà au niveau des moteurs de recherche. Sur le plan académique, cet invité, il est titulaire d'un doctorat en démographie de l'Université de Montréal, Canada. Il est actuellement professeur à l'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université Jules Kizerbo au Burkina. Il est aussi membre du conseil de recherche de l'UCPO
qui est un organe consultatif dont le rôle principal est d'orienter l'UCPO sur l'identification des thématiques prioritaires de recherche ainsi que sur le processus de mise en œuvre de son agenda recherche. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, je vous prie d'accueillir le professeur Georges Guela. Merci, professeur. Notre troisième invité est un partenaire technique et financier. C'est normal, si nous sommes ici aussi, c'est en partie grâce aux partenaires techniques et financiers. Donc je vous demande de l'applaudir en entendant de savoir qui c'est. Merci beaucoup. Il a 27 années d'expérience dans les systèmes des Nations Unies. INFPA et Programme des Nations Unies pour le développement. Il a une expérience avérée dans l'analyse et la conception des politiques nationales. Il a plus de 10 années d'expérience dans les pays à situation humanitaire complexe, où il a travaillé dans la prospective stratégique, le leadership dans la réduction de la pauvreté, la gestion de l'environnement, la prévention des crises, la prévention des conflits, etc. Avant d'occuper le poste de représentant adjoint de l'INFPA au Burkina Faso 2022-2023, il a successivement été représentant adjoint de l'INFPA au Mali, spécialiste des bureaux régionaux pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre au siège de l'INFPA à New York en 2015. Et avant cela, il était représentant adjoint de l'INFPA au Sénégal en 2009 et 2014. Donc, c'est un partenaire pétri d'expérience que je vais vous inviter d'accueillir ici Monsieur cher Mohamed Tidjan Mbeng. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Notre dernier invité est un décideur de nationalité béninoise. Il est médecin spécialiste en santé publique avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience professionnelle. En plus de son diplôme de santé publique, il a aussi un diplôme universitaire en vaccinologie, en économie de santé et un autre en santé de la reproduction, démographie et développement. Passionné de la protection de l'environnement et des questions de développement durable, il a ajouté à sa formation un master en santé et environnement. Il a exercé à tous les niveaux du système de santé du Bénin. Depuis 2 ans, il travaille en tant que directeur en charge de la santé de la mère, du nouveau-né, des enfants, des adolescents et jeunes, mais aussi des soins infirmiers et obstétricaux. Cumulativement à son poste, il est le coordinateur d'un programme dédié à la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. C'est donc quelqu'un qui a essentiellement consacré sa carrière à la santé sexuelle et il est également un consultant indépendant sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien deviné, je l'ai dit, c'est un décideur. Il me plaît d'inviter chaleureusement Dr Thierry Omolade Lawale sur ce podium. Merci, docteur. Et donc, pour animer cette session, ce panel, nous aurons 4 parties. Nous vous présenterons, nous vous diffuserons une petite vidéo qui va résumer le parcours de l'agenda de recherche du partenariat de Ouagadougou, qui va prendre 5-6 minutes. Et après cela, nous allons nous échanger, nous entretenir avec les différents panélistes qui sont ici, sur ce plateau. Et après ces questions discussions avec les panélistes, vous aurez la parole en tant que participant pour leur poser des questions, mais aussi pour faire des commentaires sur tout ce qui sera dit lors de ces échanges avec les panélistes. Et après cela, nous allons terminer par un petit résumé synthétique de ce panel. Donc, je ne sais pas si la régie est prête pour la vidéo qui va retracer le parcours de l'agenda de recherche du PO. Merci. Lancé en 2021, l'agenda recherche est un élan de la communauté du partenariat de Ouagadougou pour soutenir les progrès vers les objectifs 2030 en matière de planification familiale, de santé de la mère et de l'enfant. Il s'aligne avec la stratégie après 2020 et soutient l'atteinte des 13 millions de nouvelles utilisatrices de contraception à l'horizon 2030. Il se veut un cadre pour renforcer la contribution de la recherche dans la prise de décisions politiques et programmatiques. Même si les instituts de recherche et les chercheurs apportent depuis longtemps une contribution importante aux partenaires de Ouagadougou, les conseils ont été informels, périodiques et pas toujours opportuns
pour les débats politiques actuels. Dans leur stratégie après 2020 du PAYO, les membres du PAYO ont largement soutenu l'idée de créer un réseau de recherche pour lier plus étroitement la communauté de recherche locale au programme politique du PAYO et contribuer à accroître la capacité de recherche locale. En réponse, un groupe de travail composé de membres du partenariat de Ouagadougou a développé ce concept de réseau de recherche régional qui s'appuiera sur les capacités de recherche existantes en Afrique de l'Ouest francophone. Le groupe a envisagé un avenir dans lequel les chercheurs, les décideurs politiques, les défenseurs et les donateurs seraient connectés et travailleraient conjointement pour accélérer les progrès par rapport aux objectifs du PF et du dividende démographique dans les pays du PAYO. La mission de cet effort est de renforcer les capacités et les capacités de recherche en Afrique de l'Ouest francophone, ce qui stimulera l'innovation et l'apprentissage, élargira la base de données locales sur les sujets prioritaires d'intérêt pour les décideurs politiques et les citoyens et mieux intégrera la communauté de recherche dans le PAYO. L'agenda recherche du pays est structuré autour d'organes comme les groupes multipartites d'information et d'orientation et le conseil de recherche où sont représentés les décideurs, les gouvernements, les jeunes, la société civile, les bailleurs et experts en recherche. Alors, l'unité de coordination de partenariat de Ouagadougou a eu la lumineuse idée de créer un conseil de recherche qui va l'orienter dans le domaine de recherche qui est extrêmement importante pour essayer de comprendre pourquoi est ralentissement après une très belle performance. L'avantage de ce processus de recherche avec tous les acteurs, y compris la partie gouvernementale, c'est que les résultats des recherches vont immédiatement être utilisés par la partie gouvernementale parce que c'est elle qui est demandeur de ces recherches pour avoir les évidences, les données qui vont lui permettre de bâtir donc une politique, des stratégies et des programmes pour apporter un service public au niveau de la population de qualité et adresser les défis et à terme, bien évidemment, aboutir au développement économique et social et le bien-être des populations. En 2022, les pays ont identifié des thématiques prioritaires de recherche en collaboration avec la société civile et les partenaires techniques et financiers. Ce processus participatif et inclusif a facilité l'adhésion des différentes parties prenantes et les a préparées dès le départ à recevoir les résultats des recherches pour orienter la prise de décisions politiques et programmatiques. L'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou travaille également à la création d'un réseau d'instituts de recherche compétents pour, entre autres, faciliter la diffusion des résultats de recherche et améliorer le partenariat entre les différents acteurs, notamment les journalistes. Depuis le lancement des recherches subventionnées fin 2023, qu'avons-nous appris de la collaboration entre les chercheurs et les décideurs? Professeur Milogoulou délivre son point de vue. La collaboration avec le ministère de la Santé a eu des avantages aussi bien pour les chercheurs que les ministères de la Santé, les décideurs. Pour nous, cela nous a permis d'affiner nos méthodes et nos approches en les informant avec des données contextuelles que nous pouvions ignorer. Les décideurs sont déjà sur le terrain, connaissent les stratégies en place et les données qui sont produites. Lancé en 2021, l'agenda recherche est un élan de la communauté du partenariat. Merci beaucoup pour cette vidéo qui retrace le parcours de l'agenda recherche du partenariat de Ouagadougou. Donc sans plus attarder, nous allons commencer les discussions, les échanges, à commencer par Madame Fatou Diop. Vous avez participé à la formulation des engagements FPI 2030 en tant que point focal jeune et coordonnatrice du cadre consultatif des organisations des jeunes du Sénégal. Expliquez-nous brièvement ce processus et quels sont les principaux acteurs qui avaient été impliqués. Alors, merci beaucoup pour la question.
J'aimerais d'abord commencer par remercier l'UCPO de nous avoir permis de participer à ce panel-là. Je me réjouis réellement de participer à ce panel de haut niveau avec des experts. Je me réjouis également d'apporter toute ma féminité et toute ma jeunesse à ce panel rempli d'hommes. Alors, c'est réellement un honneur pour moi aujourd'hui de partager cette expérience-là des jeunes du Sénégal dans le processus des engagements. Alors, pour cette expérience-là, pour parler de cette expérience, je pense qu'il y a 3 mots-clés qui me reviennent. C'est d'abord la préparation, ensuite il y a la collaboration, et je fais référence à la synergie des interventions, et enfin l'utilisation des données probantes pour le plaidoyer. Pourquoi la préparation? En réalité, ce processus-là des engagements, nous l'avons commencé au minimum 1 an avant le début du processus de prise d'engagement du Sénégal. Tout a commencé en réalité avec une formation qui avait été faite lors de la COVID-19, où je me rappelle, il y avait Dr Ginette qui avait fait une formation sur l'outil TARP et qui avait commencé à nous intéresser notamment sur tous les documents stratégiques qui sont en lien avec la planification familiale. Après cette formation-là sur l'outil TARP, ce qu'on a fait en tant qu'organisation de jeunes, nous avons invité Dr Ginette à nous faire une formation des formateurs sur l'outil TARP en ligne, parce que c'était durant la COVID-19. Je vais y aller très vite, ne vous en faites pas. Parce que c'était durant la COVID-19. Donc nous avons bénéficié de cette formation en formateur sur l'outil TARP et nous avons invité des pères jeunes pour venir nous rejoindre pour partager avec eux cet outil-là. Et également, par la même occasion, partager avec eux les documents stratégiques de la planification familiale, notamment le PANBPF, mais également les engagements. De ce fait, lorsque le processus de prise d'engagement a commencé et qu'on a reçu une invitation, parce que je le rappelle, on avait reçu une invitation pour juste une personne, donc c'est moi qui étais invitée en tant que point focal jeune du Sénégal à l'époque. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé l'information, donc ça revient à la collaboration. On a partagé l'information avec 10 autres organisations de jeunes du Sénégal qui travaillent dans le domaine de la SRPF. Nous les avons invités, nous avons discuté avec eux, nous avons travaillé avec eux et nous avons utilisé les données probantes qui existent, donc notamment tous les documents stratégiques, le DS, le DHS2, etc., pour pouvoir mieux comprendre quels sont les défis actuels en termes de planification familiale pour les adolescents et jeunes. Qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut apporter comme plus-value lors de ce processus d'élaboration-là des engagements. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où il fallait commencer cet atelier-là, tous les jeunes leaders, en réalité, de ces organisations-là, nous sommes partis dans la salle avec des pancartes. Et je me souviens, sur chaque pancarte, on avait noté un défi clé de l'accès à la planification familiale pour les adolescents et jeunes. Sur les pancartes également, nous avions noté également des propositions d'idées, des propositions d'engagement. Et comme résultat, nous avons obtenu un engagement pour la santé de la reproduction et la planification familiale pour les adolescents et jeunes. Alors aujourd'hui, donc, le Sénégal s'est engagé à réduire drastiquement les besoins non satisfaits chez les adolescents et jeunes de 15-19 ans en passant de 22% à 15% d'ici 2026 et également chez les jeunes de 20-24 ans en passant de 19% en 2021 à 10% en 2026. Alors ce processus-là a commencé, mais a continué plus tard, après la prise de ces engagements-là, parce qu'aujourd'hui, dans le nouveau PANBPF, je parle du PANBPF parce qu'en réalité, c'est le PANBPF qui représente un peu la désagrégation de ces engagements, parce que les engagements prennent vie et sont réalisés à partir du PANBPF. Donc, ce processus-là de plaidoyer a continué, et aujourd'hui, les jeunes du Sénégal ont continué le plaidoyer, et aujourd'hui, nous sommes parvenus à passer de 1% du budget dans le PANB à 5% du budget dans le plaidoyer, dans le PANB grâce à ce plaidoyer. Ok, merci beaucoup. Bravo pour tous ces efforts. Je vais maintenant, oui, merci beaucoup de l'applaudir pour sa réponse très pertinente. Je vais maintenant m'adresser à notre partenaire. Monsieur Mbeng, alors, en tant qu'agent du système des Nations Unies, alliance dans son mandat la production et l'analyse des données des populations,
qu'est-ce que l'UNFPA fait en matière de recherche au niveau pays et régional? Si vous avez des exemples là où vous avez servi, vous pourrez les illustrer pour nous. Je vais continuer, comme j'ai plusieurs questions pour vous. Je vais vous les lister et vous verrez comment vous allez nous entretenir sur ces questions. Quels sont les types d'organisations avec qui l'UNFPA collabore en général pour la conduite des recherches? Ensuite, comment l'UNFPA soutient l'utilisation des résultats des recherches? Et enfin, comment l'UNFPA accompagne les pays dans la formulation de plusieurs documents cadres, notamment les feuilles de route. Voilà, les feuilles de route. Que pensez-vous comme apport que les chercheurs pourraient apporter justement dans tout ce processus, ou comment impliquer davantage les chercheurs? Ça vous fait beaucoup de questions, mais je pense que vu tout ce qu'on a dit sur vous, on n'en doute pas que vos réponses seront assez claires pour nous, pour orienter toute l'assistance. Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'espère que je pourrai répondre rapidement à toutes ces questions qui sont très intéressantes. Merci aussi à toute l'assistance et à aussi Marie et tous les collègues, n'est-ce pas, du partenariat de Ouagadougou. En fait, vous posez la question de la centralité même de la recherche dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de UNFPA. Et comme vous l'avez si bien dit, UNFPA est l'agence, n'est-ce pas, du système des Nations Unies qui a en charge un peu les questions relatives aux données, particulièrement le RGPH dans les pays, mais aussi les questions relatives aux dividendes démographiques qui mettent quelque part rapidement le lien entre la planification familiale et les politiques de développement économique. UNFPA aussi a en charge les questions de jeunesse, et je vais terminer aussi en disant que toutes ces questions relatives à la santé sexuelle et reproductive et aussi à la planification familiale, la mortalité maternelle. Donc c'est un mandat extrêmement important, grand et central. Et pour dire aussi que dans notre stratégie, nous avons particulièrement un cadre qui s'appelle l'atteinte des 3 résultats transformateurs. Mais sur ces 3 résultats transformateurs qui nous donnent un objectif beaucoup plus stratégique et direct, c'est vraiment 0 décès maternel évitable, particulièrement avec le levier de la planification familiale, mais aussi 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0, n'est-ce pas, de violence basée sur le genre. Et c'est sur ce plan-là que toute la recherche que nous menons, n'est-ce pas, est développée. Donc je ne vais pas citer de façon assez spécifique la liste des recherches que nous menons, particulièrement dans les pays. Je pense que les différentes sessions qu'on a eues, on a eu la chance de voir ce qui était fait dans les pays, surtout la session précédente. Mais je vais citer très rapidement 3 domaines. En tout cas très importants, 6 domaines, excusez-moi, très importants, vraiment qui permettent à UNFPA de positionner toute cette centralité, n'est-ce pas, de la recherche. Le premier domaine, c'est vraiment essayer de comprendre les besoins et les gaps au niveau des pays. Les besoins et les gaps au niveau des pays, particulièrement sur les besoins en santé sexuelle et reproductive et en planification familiale. Mais aussi comment faire face à l'ensemble des obstacles socio-culturels, économiques que nous connaissons dans les pays, surtout qui limitent l'accès aux services. Et enfin, comment mieux cibler la réponse pour les populations. Mais je voudrais terminer sur ce premier domaine en disant qu'il est très important de comprendre notre stratégie parce que quand on intervient au niveau d'un pays sur un cadre de programmation sur 5 ans, nous le faisons avec le système des Nations Unies de façon globale. Mais la porte d'entrée principalement, c'est ce que nous appelons le Common Assessment, Country Office Assessment, c'est-à-dire une analyse de pays qui permet à l'ensemble du système des Nations Unies de voir effectivement les besoins et les priorités des pays. Et c'est pour nous, UNFPA, l'occasion vraiment d'aller en profondeur sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive, sur les questions relatives à la planification familiale et de voir un peu les gaps et les besoins à ce niveau-là. Et c'est important à ce niveau de planification stratégique que les chercheurs soient là, que les décideurs soient là pour identifier ces gaps
et, n'est-ce pas, positionner les financements. Le deuxième cadre, c'est la formulation des politiques publiques que nous faisons en intégrant, n'est-ce pas, toutes ces questions-là et en utilisant vraiment les autres partenaires au développement. Le troisième axe qui est très important pour nous pour positionner la recherche, c'est le suivi, évaluation des avancées et des gaps, n'est-ce pas, sur les engagements internationaux tels que la CIPD, mais aussi les ODD. Et je voudrais à ce niveau prendre un exemple assez précis qu'on a eu à faire tout dernièrement en 2023, n'est-ce pas, en aidant le gouvernement, et on le fait un peu plus dans les autres pays aussi, en aidant le gouvernement du Burkina Faso qui devrait présenter son VNR, c'est le rapport pays sur les ODD en 2023. Nous, au niveau du UNFPA, nous avons eu des relations, des interactions très directes avec le ministère des Finances pour que le rapport du pays puisse positionner la question des avancées sur l'ODD 5 et l'ODD, n'est-ce pas, 3. Et nous avons financé la recherche pour apporter ces questions-là, d'autant plus que nous sommes dans un pays humanitaire avec un contexte sécuritaire extrêmement compliqué. L'évolution dont on a parlé hier sur les indicateurs ont quelque part été bloqués à cause de la situation. Donc c'est des cadres de plaidoyer qui sont là, n'est-ce pas, et qui permettent d'avancer là-dessus. Le partenariat et la mobilisation des ressources aussi avec le plaidoyer. Je pense que là aussi, nous utilisons les questions de recherche, la valorisation de la recherche pour pouvoir aller vers les partenaires, positionner les questions centrales et, n'est-ce pas, appuyer les gouvernements à financer cela et surtout aider les ministères des Finances et le ministère de la Santé à avoir ces interactions-là, surtout pour les questions, n'est-ce pas, d'arbitrage budgétaire. Je crois que ça, c'est extrêmement important pour nous qui travaillons sur l'APF et la santé, parce que souvent, nous sommes les parents pauvres de la planification budgétaire au niveau des pays. Dernier point que je voudrais aborder, c'est les innovations et les solutions contextuelles. Je pense qu'on parle souvent d'innovation et comment est-ce que nous pouvons améliorer l'accès aux services jusqu'au dernier kilomètre, ce qui constitue fondamentalement des questions de droits humains, mais aussi des leviers assez stratégiques pour aborder certaines questions sur les populations. Et le dernier point, c'est vraiment l'approche participative et inclusive. Sur ces cadres de programmation, il est important que tout le monde puisse être là dès le départ, n'est-ce pas, pour positionner ces questions-là et pousser les chercheurs, n'est-ce pas, à être financés, surtout par rapport à ça. Je vais terminer rapidement sur la question de l'opportunité des partenariats avec les chercheurs. UNFPA travaille avec les universités, travaille aussi avec les chercheurs de façon individuelle, travaille aussi avec les cabinets, le secteur privé, pour que ces gaps, n'est-ce pas, de recherche ou ces besoins qui sont identifiés au niveau du pays, que ça puisse être implémenté. Mais comme je le dis toujours, il est important que dès le départ, ça puisse être calé avec le ministère de la Santé, les autres ministères, et nous finançons pratiquement tout ce qui peut améliorer, n'est-ce pas, ce cadre de planification-là, mais surtout de réponse, n'est-ce pas, aux besoins des populations. Okay. Dernier point sur le partenariat, je voudrais dire que, et c'est en intégrant les plans de travail annuels que nous faisons avec les pays, avec le ministère de la Santé, avec l'université, que ces questions de recherche sont positionnées et financées sur 5 ans. Et vraiment, ça dépend des pays. Je ne peux pas dire que les recherches qui ont été financées au Mali ont été les mêmes que les recherches qui ont été financées au niveau du Burkina, parce que ça dépend des contextes pays, des priorités et aussi des besoins qui sont exprimés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les recherches dépendent du contexte, voilà qui est bien dit à la fin. Merci beaucoup, M. Mbeng, pour cette intervention. Nous allons continuer avec la session, toujours question-discussion avec les panélistes. En revenant cette fois-ci, toujours avec Mme Fatou Diop. Vous êtes membre du conseil jeune, du conseil de recherche de l'agenda de recherche du PO. Avec ce rôle que vous cumulez bien sûr avec le rôle que j'ai déjà décrit, comment vous décrivez la participation, comment vous décrivez la participation des chercheurs dans un processus comme celui de la formulation des engagements du FP 2030? Comment vous décrivez la participation des chercheurs? Oui. Alors, moi je pense que par rapport à la formulation des engagements,
Aujourd'hui, on peut dire qu'on a dépassé ce cap. On est plutôt au suivi des engagements. Donc peut-être que je vais reformuler un peu la question en disant comment est-ce qu'on peut faire pour nous assurer qu'il y ait réellement cette collaboration avec les chercheurs et comment est-ce qu'ils peuvent appuyer pour le suivi de ces engagements-là. Et dans ce sens, je pense que plusieurs approches peuvent être utilisées. D'abord, il y a le renforcement de compétences en matière de collecte et d'analyse de données. Je pense que, je l'ai dit tantôt, nous par exemple, ce qui nous a le plus intéressé, ce qui nous a le plus attiré notre attention et nous a poussé à nous engager pour le plaidoyer, pour les engagements, ça a été une formation qu'on avait eue avec un outil bien spécifique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les chercheurs ont réellement un rôle à jouer pour aider les organisations de la société civile à avoir beaucoup plus d'outils de collecte, parce qu'on parle de suivi, on parle de suivi d'engagement, donc on parle de suivi de données. Donc les chercheurs ont réellement ce rôle-là pour appuyer à la formation des acteurs de la société civile et également des jeunes. Il y a également ce rôle d'initiation à l'utilisation des outils. Les chercheurs ont des outils qu'ils peuvent mettre à la disposition des organisations de la société civile, mais il faudrait que ces outils-là soient adaptés à ces organisations-là de la société civile pour qu'ils puissent l'utiliser. Ensuite, je pense qu'il y a l'évaluation et le suivi régulier des politiques. Ça également, c'est important. Je pense que hier, j'en ai parlé lors d'une de mes interventions. C'était de savoir est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal était en train d'analyser les facteurs qui font que nous n'avons pas bien avancé dans les engagements. Alors, moi, je suis convaincue que les chercheurs ont ce rôle-là à jouer aujourd'hui. Ils doivent pouvoir aider les différents acteurs, aussi bien le gouvernement que les acteurs de la société civile, à identifier où se trouvent réellement les gaps et à nous aider également à trouver des solutions qui sont les meilleures. Et ça me fait venir à mon troisième point, excusez-moi. En quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, en quelques secondes. Donc, c'est la production de données probantes et l'identification des HIPS, les High Impact Practice. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont en train d'être faites. Ces interventions-là, les meilleures de ces interventions devraient être documentées et les chercheurs devraient nous aider à faire ça, donc à les documenter. Et puis pour que les différents acteurs, que ce soit le gouvernement ou bien la société civile, puissent s'inspirer de ces interventions-là, les adapter et les reproduire. Excusez-moi, je vais terminer. Toujours en parlant de la production de ces données probantes-là, je pense que les chercheurs devraient également nous aider à identifier ou bien même nous orienter en tout cas l'innovation. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Les chercheurs devraient aider à orienter l'innovation. Oui, je pense que nous parlons beaucoup d'intelligence artificielle. Comment aujourd'hui les chercheurs peuvent nous orienter pour que cette intelligence artificielle-là soit mise à profit dans, par exemple, des secteurs comme la santé sexuelle et reproductive ou bien la planification familiale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et pour terminer, les chercheurs forcément... Vous allez terminer 3 fois maintenant. Cette fois-ci, je vais terminer. Malheureusement, il faudra donner la parole aux autres panélistes. D'accord, cette fois-ci, je vais terminer. Alors, je pense que les chercheurs également ont réellement ce rôle-là de nous aider à avoir des données probantes pour pouvoir réellement baser nos plaidoyers sur des données probantes. Ces données probantes-là, c'est avec les chercheurs qu'on peut les trouver. Et donc, eux également, ils doivent faire l'effort pour que les résultats de leurs interventions soient compréhensibles et digestes pour nous autres. Merci beaucoup pour cette interpellation à l'endroit des chercheurs. Nous avons pris bonne note. Je pense que c'est une belle introduction pour professeur Guéla. Vous qui êtes enseignant et chercheur à la fois, vous avez cette double casquette. On a suivi un peu le développement de Fatou Diop et de M. Beng aussi sur les questions de la recherche en lien avec l'agenda recherche du PO. En votre qualité de chercheur, quelles sont les interactions que vous avez avec les autres acteurs, notamment les décideurs, lors de la prise des engagements politiques et programmatiques dans les différents pays? Vous pourriez par exemple prendre l'exemple du Burkina Faso pour répondre à cette question, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je remercie les organisateurs pour avoir permis, en tout cas, qu'on s'attarde encore sur ces aspects. Je suis membre du conseil de recherche du PO, et donc c'est des choses que nous avons discutées déjà à Conakry. On a identifié des champs qui méritent encore des évidences et qui ne sont pas encore au point. Et la question des besoins en données probantes
c'est une évidence aujourd'hui, parce que les décideurs en ont besoin pour voir si ça marche, pour regarder leur performance. La société civile, y compris les jeunes, ont besoin de données probantes pour interpeller et faire rendre compte aux décideurs, donc ils en ont besoin. Le bailleur a besoin de données probantes pour voir est-ce qu'il y a un retour sur investissement, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'investir entre guillemets dans le vide, puisqu'ils ont besoin de savoir s'il y a des résultats. Donc, tout cela, il n'y a que les résultats de la recherche, les données probantes qui peuvent permettre à ces acteurs-là, effectivement, de pouvoir et avoir des réponses à leurs questions. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tout le monde veut des données probantes, mais personne ne finance la recherche. Oui. Personne ne finance la recherche. Les jeunes ont besoin de données, veulent qu'on leur forme en ceci, en cela, mais qui finance? C'est ça la question. Nos pays, notamment les 9 pays du PO, il n'y a pas quelqu'un qui consacre de l'argent à la recherche en sciences sociales, je précise, en sciences comportementales. C'est très rare. Lorsque ces pays-là décident de financer des recherches, c'est dans le cadre agricole ou minier ou dans le meilleur des cas dans la recherche sur le médicament. La recherche sur le comportement n'est pas une priorité pour ces pays-là. La technique et la nouveauté, c'est d'aller vers le décideur ou lui demander quelles sont vos priorités en matière, de quoi avez-vous besoin en matière de données probantes. Il faut qu'on change de paradigme. Les chercheurs doivent se remettre en cause et aller vers les décideurs pour demander de quoi avez-vous besoin. Et les décideurs aussi devraient songer désormais à ne pas seulement compter sur le bailleur. Il faut que nos pays aussi sachent qu'ils doivent investir dans la recherche pour avoir des données probantes. Donc voilà un peu ce que je peux dire au tout début Merci beaucoup, professeur. Je pense que c'est tellement bien dit. Les pays aussi doivent s'investir dans le financement de la recherche, notamment la recherche sur les comportements qui n'est pas une priorité dans les pays. Je crois que c'est très bien dit. On va toujours rester avec le professeur Guéla. La vision de la recherche à l'action est de plus en plus soutenue et vulgarisée. Vous l'avez abordé un peu dans votre intervention. Cette démarche soutient que la prise de décision, soutient que la recherche ne soit pas conduite que prioritairement pour faciliter la prise d'action et des changements positifs dans les politiques de santé. Elle conduira certainement les chercheurs vers d'autres types de recherches, comme les recherches empiriques. Vous avez abordé un peu quand vous avez parlé de recherches axées sur les comportements et tout. Est-ce que vous pensez que les chercheurs sont prêts à conduire plus de recherche-action que de recherche empirique? Merci beaucoup. Merci bien pour cette question. Je pense que la vision de la recherche pour l'action, c'est devenu c'est un impératif. Et les chercheurs le savent maintenant. Maintenant, ce n'est plus, il ne s'agit plus de travailler dans la recherche, dans le domaine, surtout dans le domaine de la SRPF. Ce n'est plus, le bailleur d'ailleurs ne vous demande plus quels sont le nombre d'articles que vous avez publiés lors d'un projet de recherche. Vous êtes chercheur, vous savez un peu ça. Maintenant, on nous demande quels sont les documents politiques et programmatiques qui ont fait référence à votre étude. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis enseignant-chercheur, c'est vrai, je dois publier dans des revues scientifiques pour progresser sur le plan carrière, mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus ça, à partir de ça seulement qu'on a évalué. Il faut faire en sorte que votre recherche puisse être citée comme rationnelle pour pouvoir faire une politique, un programme, et c'est ainsi qu'on fait la recherche pour l'action, pour la prise de décision. Et je crois que, de toutes les façons, les chercheurs ont commencé à comprendre cela. Mais pour qu'il y ait effectivement recherche, action, il faut
qu'au départ, vous associez le décideur. Sinon, si vous faites l'étude et vous lui dites de prendre pour l'action, ça ne marche pas. Il faut dès le départ impliquer les décideurs pour l'identification des besoins, des gaps, qu'est-ce qu'ils veulent comprendre pour pouvoir agir. Et j'ai beaucoup d'exemples, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais je pense qu'avec le ministère, nous avons, en tout cas, dans le cadre du projet PMA, Performance Monitoring for Action, on a eu une très belle collaboration, un projet qui est du ministère des Enseignements, dont je relève, mais qui était finalement, qui est basé, on va dire, au ministère de la Santé. Ça, c'est un exemple concret où on collabore pour que les résultats puissent être utilisés par le ministère de la Santé. Merci. Merci beaucoup, professeur. Effectivement, la recherche doit être conduite selon les besoins des recherches des différents pays. Docteur Lawale, vous qui êtes décideur, on a bien écouté comment est-ce que les chercheurs devraient se comporter à la suite de l'intervention du professeur Guéla. À votre avis, quelle serait la plus-value de l'implication des chercheurs dans la formulation des engagements politiques et programmatiques des pays? Est-ce qu'il y a un manque à gagner si ce n'est pas fait? Okay. Merci beaucoup. Je pense que je vais rapidement récupérer les salutations des trois qui m'ont précédé pour avancer sur la question qui est posée. Merci. Et vous cherchez les plus-values au plan programmatique et au plan politique. Exact. Je voudrais dire, il est évident que les données représentent la squelette de tout le processus. Au plan programmatique, lorsque vous n'avez pas de données probantes, vous ne pouvez pas avancer. Nous sommes d'accord. Ça va nourrir déjà l'analyse situationnelle pour identifier les problèmes. Ça va nourrir la mise en œuvre pour suivre les progrès qui sont réalisés. Et ça va également nourrir à la fin l'évaluation pour voir si effectivement il y a eu des changements. Je pense que ce qui se passe souvent, c'est que nous disposons des données quantitatives, très souvent. Mais étant donné que, pour arriver à un niveau décisionnel, au plan programmatique dans un secteur donné, vous avez de l'expérience, c'est au moins 10-15 ans, vous avez été déjà exposé à plusieurs expériences. Et souvent, vous bâtissez sur vos hypothèses. Vous pensez connaître le système, vous pensez connaître les déterminants, et vous bâtissez sur ça, rien qu'en vous basant sur les données quantitatives qui sont disponibles. Mais c'est également le professeur l'a dit, parce qu'il n'y a pas de ressources souvent pour financer la recherche-action qui devrait soutenir et nous aider à avoir le pourquoi. Mais c'est lorsque vous serez confronté, j'aborderai le second point comme ça, lorsque vous serez confronté parfois à des décisions politiques, à des cadres politiques, que vous allez percevoir l'importance de la recherche en sciences sociales et comportementales. Lorsque vous allez devant les députés, vous allez devant des décideurs, parce que vous l'avez dit pompeusement, moi je ne suis pas décideur politique. Je suis un cadre technique, mais je suis un intermédiaire, un trait d'union entre la décision politique et les faits de santé, les problèmes de santé que nous vivons. Donc c'est lorsque vous vous retrouvez devant ces personnes-là, qui sont les décideurs finaux, que vous vous rendez compte que la matrice d'analyse, elle est vaste et elle est multiparamétrique. Il y a des paramètres sociaux, des paramètres économiques, des paramètres politiques, et quand vous n'avez pas un argumentaire solide, eh bien, l'adhésion politique est égarée. Et lorsque vous baptisez sur des hypothèses qui ne sont pas fondées, ne soyez pas étonnés de ne pas résoudre le problème. Voyez-vous ? Finalement, je ne parlerai pas de ce qu'on... Je parlerai du risque, du risque que nous courons tous en permanence à ne pas bâtir sur des évidences, en bâtissant sur des hypothèses. C'est ce que nous vivons. Rester dans une situation où, étant donné que vous n'avez pas bâti sur la cause réelle des problèmes, vous vous étonnez que les solutions que vous êtes échinés à mettre en œuvre avec beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, ne règlent pas le problème. Donc il faudrait revenir en arrière, entreprendre la démarche la plus rationnelle, la plus simple, qui nous permettront effectivement d'affronter les problèmes avec succès. Merci beaucoup, Dr Lawale. Effectivement, il faudra adopter la démarche la plus rationnelle pour faire face justement aux défis de la recherche. Je pense que vous avez très bien répondu aussi à cette question. Vous avez, en tant que vous êtes médecin, vous avez fait tous les systèmes de santé du Bénin.
est-ce que vous pensez que, parce que nous sommes aujourd'hui en 2024, presque 2025, 2030 n'est plus loin. Voilà. Quels sont les cadres pour vous à ne pas rater pour susciter et encourager la participation des chercheurs dans les échanges politiques de haut niveau? Est-ce qu'il y a des cadres, des opportunités futures qu'il faudrait saisir pour renforcer justement cette collaboration entre décideurs et chercheurs? Alors, avant d'en arriver là, si les chercheurs me l'autorisent, je ferai une recommandation humble. Nous avons les données quantitatives, je l'ai dit, mais il faudrait que les chercheurs nous aident à sortir la recherche de cette bulle ésotérique-là et essayer de revenir au cours secondaire en troisième, factoriser la recherche, décomposer la recherche en produits de facteurs premier degré pour que chaque acteur, chaque infirmier qui est dans une aire sanitaire de 1000 ou 200 populations puisse disposer du b.a.-ba pour avoir une démarche rationnelle face à un problème de santé. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on a réglé ça, la personne ne bâtira plus sur des hypothèses. La personne ne sera plus en train de regarder de façon impuissante des indicateurs de santé qui ne bougent pas. Comprendra que derrière chaque indicateur qui ne marche pas, il y a un pourquoi qu'il faut aller chercher et avec une démarche rationnelle. Pour venir à votre préoccupation, les cadres, ils sont multiples, ils sont multiformes. Il me serait présomptueux de ma part de penser que je pourrais citer avec précision tous les cadres qui peuvent s'offrir dans tous les pays, dans tous les secteurs, parce que ça va être dynamique. Mais ce qui est sûr, et c'est sur ça que je voudrais qu'on puisse s'entendre, une recherche qui n'est pas communiquée, qui n'est pas accessible à l'utilisateur, est vouée à l'échec. Comme le professeur a dit, ça va servir certainement à la promotion de celui-là dans des revues internationales, le Lancet, auquel nous, on n'a pas accès. On va lui demander de traduire en anglais. On ne comprend pas anglais. Donc, première chose, il faut essayer de simplifier la recherche, de la rendre accessible et d'exploiter les cadres que nous avons au niveau local, parce que c'est là-bas qu'il y a le problème. C'est curieux de bâtir une recherche sur un problème qui se pose dans un village du Burkina Faso et d'aller le publier dans le Lancet pour avancer. Et s'étonner que ceux qui sont au Burkina Faso ne l'utilisent pas. Donc, revenir à identifier les cadres qui sont disponibles au niveau de nos pays respectifs, essayer de simplifier la recherche pour que les gens puissent comprendre que c'est quand même pour nous la matière première pour bâtir, pour affronter les problèmes. Et en ce moment-là, je pense qu'on pourrait avancer sur le sujet. Merci à vous. Merci beaucoup, Dr Lawale. Effectivement, il s'agit, le plus important, ce n'est pas d'aller publier dans le Lancet ou les revues les mieux cotées, mais c'est de traduire justement les résultats des recherches en action sur le terrain avec l'accompagnement des différents décideurs. Je crois que nous avons fait un peu le tour des questions que j'avais pour les panélistes. On va permettre aussi à la salle de pouvoir interagir avec les différents panélistes. Donc nous allons ouvrir une liste d'interventions, questions, commentaires que vous avez à l'endroit de nos panélistes. Oui, nous avons encore une bonne vingtaine de minutes. On va prendre peut-être une première liste et on verra si on a le temps après de revenir pour une dernière liste. Et ce n'est pas évident, hein, vu comment les choses se passent. Donc déjà là, j'ai un doigt. Donnez votre nom s'il vous plaît. OK. Ici, oui, le nom s'il vous plaît, madame. Oui, vous. OK. Oui, sa voisine. Touré, OK. Toujours au milieu, c'est bon. Là, au milieu, oui, allez-y, votre nom. Abdullah. D'accord, je note Abdou Ouedraogo. Je n'ai pas bien entendu. Oui, au fond, oui, allez-y. Aristide, OK. D'accord, je crois que nous allons aller avec cette première liste. Il y a un micro-baladeur, s'il vous plaît, pour... oui, allez-y, madame. J'exhorte, s'il vous plaît, les intervenants à prendre 30 secondes maximum, s'il vous plaît, pour permettre aux panélistes de répondre aux questions que vous aurez à poser. S'il vous plaît, on est pris par le temps, malheureusement. Vous pouvez venir prendre peut-être celui-là.
venez. Merci beaucoup. 30 secondes, top. Alors, merci beaucoup. J'ai une question et déjà merci beaucoup aux panélistes et principalement je vais profiter de dire merci à mon professeur, Dr Guela, qui m'a initié aussi à la chose, la recherche à l'ISSP. Merci encore. En tant que votre élève, j'ai pratiqué sur le terrain et aujourd'hui engagé à Médecins du Monde pour l'appui au plaidoyer de nos équipes. Une des questions qu'on se pose souvent, c'est vraiment au niveau de la recherche et quand on engage les acteurs de la recherche pour aider, notamment pour le plaidoyer, la question qu'on se pose, c'est l'alignement entre les hypothèses de la recherche et vraiment les besoins exprimés par les acteurs, ce que nous voulons en tant qu'acteurs de plaidoyer, ce que nous voulons qu'on collecte pour avoir les mots qu'il faut, les arguments qu'il faut pour interpeller les autorités. Et souvent la réponse est que on a l'impression que les chercheurs sont de niveau macro et sur le parcours de la recherche, on peut en arriver à modifier ces hypothèses et qu'au final, ça ne s'aligne pas à ce qu'on cherche. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et si c'est oui, pourquoi ça arrive? Parce que je l'ai vu aussi, au départ, avec les communautés concernées, les personnes concernées, on s'interroge sur des aspects et des hypothèses qu'on aimerait porter et collecter les infos et au final, on a autre chose comme résultat. Deuxième question, je m'excuse, c'est l'utilisation et la simplification. Quand on en arrive à aboutir aux bonnes hypothèses et à avoir les conclusions qu'il faut et les éléments qu'il faut pour notre narratif ou notre argumentaire de recherche, on a souvent l'impression que les mots sont forts, sont lourds, à simplifier, ils devraient être simplifiés. Est-ce que la recherche, c'est vraiment pas pour les nuls, quoi? Est-ce que la recherche, c'est seulement pour un certain niveau et qu'il faut s'adapter à ça? Voilà un peu les deux questions que j'avais à poser. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Tchomdiano. Pour donner les micros à... Merci beaucoup. Oui. Merci pour vos présentations. Ma question va à l'endroit de Madame Fatou Diop. C'est un peu par rapport à votre plaidoyer que vous avez eu à faire. C'est de savoir quel a été le niveau d'implication des organisations de jeunes dans la mise en œuvre des activités qui est justement à 5% du budget et grâce également à votre plaidoyer. Merci. Merci beaucoup. J'espère que les autres vont poursuivre votre exemple. Je donne la parole à Touré, sa voisine de table. Merci. Merci beaucoup aux différents panélistes. J'ai deux questions, enfin une question et un commentaire. Mon commentaire est lié à la disponibilité des informations et son impact. Je travaille un peu sur la question de la budgétisation sensible au genre et à l'inclusion. Et dans le cadre de cet exercice avec les communes, je suis togolaise, les communes sont confrontées justement à la non-disponibilité des données désagrégées, des données claires et tout qui permettent de prendre de bonnes décisions. Donc, du coup, ma question est-ce qu'il y a, peut-être c'est une question bête, même si ça n'existe pas, est-ce qu'il y a, à part peut-être se diriger vers les ministères qui, pas très souvent, partagent les informations, est-ce qu'il y a quelque part où on peut trouver ces données et qu'on peut partager avec les communautés? C'est ma première question. Ma deuxième, c'est une proposition, peut-être possible. Est-ce qu'on peut peut-être mobiliser, je ne sais pas, une plateforme ou un lien où on retrouve la plupart des résultats qui sont en lien avec le PO, le travail du PO? Voilà. Ok, merci beaucoup, madame. On va passer la parole à Touré, pardon, à Abdou Ouedraogo. Il est de l'autre côté. Ok, d'accord. Merci bien aux panélistes. J'avais une question, c'est à Dr Guela. Quel bilan faites-vous des différents résultats de la recherche sur la santé de la reproduction? C'est ma question. Ok, merci beaucoup. La dernière personne qui est inscrite sur la liste, c'est Aristide. Il est derrière vous, s'il vous plaît. Ok, merci. Pour moi, c'est plutôt un complément par rapport à l'implication des jeunes et des cibles dans la conception des programmes et des projets.
Nous savons que les jeunes connaissent leurs besoins et concevoir un programme pour les jeunes sans les impliquer, ça ne vient pas vraiment à leurs avantages. Et on dit aussi souvent, ce qui s'est fait pour les jeunes sans les jeunes est contre les jeunes. Donc il est vraiment important de mettre l'accent sur l'implication des jeunes dans la conception des programmes. La plupart des cas, les partenaires ont plus l'intention d'impliquer les jeunes dans la mise en œuvre des projets. Mais dans la conception des projets, ça cause vraiment un souci, ils ne sont pas impliqués. Et tant que le jeune n'est pas impliqué dans la conception des projets, ça fait en sorte que sa mise en œuvre n'est pas vraiment très logique comme il le faut. Et là, il faut vraiment voir ce côté. Et quand le jeune est impliqué dans la conception, ça permet à ce jeune de donner son opinion, de dire clairement, voici nos besoins, voici ce qu'il faut faire. Mais nous, les partenaires, les grandes personnes dans la salle, réfléchir à la place des jeunes, ça ne passe pas vraiment. Merci. Merci beaucoup. Si on doit réfléchir à la place des jeunes, ça ne passe pas. Merci pour les différents intervenants. Nous allons revenir sur la table. Je pense que, professeur, vous avez beaucoup de questions. On va vous donner le micro rapidement pour 1 ou 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. D'accord, merci pour ces questions. Les besoins de plaidoyer et de non-alignement avec les données, bon, ça rejoint un peu la disponibilité des données désagrégées. Parfois, on vient vers le chercheur, on a besoin de données spécifiques pour faire un travail spécifique. Et comme je l'ai dit, parfois la recherche n'a pas été menée dans le sens de cette problématique-là forcément. Ça, c'est un. Deuxièmement, en matière de désagrégation des données, ça coûte extrêmement cher d'avoir des données désagrégées. J'en sais quelque chose, dans le paiement, le ministère ou les districts sanitaires nous viennent souvent, nous reprochent que les données ne sont pas représentatives du niveau opérationnel. Donc, souvent, pour les besoins de plaidoyer, vous pouvez venir vers les chercheurs, vous avez besoin de données pour aller faire du plaidoyer. Malheureusement, le coût de la recherche est tel que nous ne pouvons pas descendre au niveau, plus bas que le niveau provincial, par exemple, pour ce qui concerne le Burkina, alors que le niveau district a besoin de données pour savoir où ils en sont avec telle ou telle politique. Et malheureusement, on n'est souvent pas en mesure de fournir ces données-là. Et du coup, il y a comme si les besoins de plaidoyer ne sont pas alignés, ou disons les données ne sont pas alignées avec les besoins de plaidoyer. Et donc, c'est la même chose pour les données basées, et la disponibilité des données, notamment sur le genre. C'est quelque chose de très sensible qui nécessite une méthodologie spécifique et qui coûte très cher. Et donc, si le bailleur qui vous a donné les subventions, ce n'est pas sa thématique, vous allez venir vers les chercheurs, mais il ne peut rien vous offrir. Vous voyez, souvent, ce qu'on fait, et ça, on est conscient, on fait en sorte qu'on négocie une partie des questionnaires pour mettre des questions prioritaires au niveau national. Si l'UNFPA veut faire, par exemple, une enquête sur telle ou telle problématique, nous pouvons négocier 25% du questionnaire pour intégrer des questions spécifiques que le ministère, par exemple, de la Santé voudrait avoir. Donc, voilà un peu le système D qu'on fait pour pouvoir arriver à satisfaire plus ou moins les uns et les autres. Concernant la recherche, est-ce que c'est pour un certain niveau? Oui, on est d'accord, mais là également, de plus en plus, nous essayons de faire en sorte, nous enseignons désormais ce qu'on appelle la communication des résultats de recherche vers les décideurs, de sorte à ce qu'on n'aille pas avec les décideurs avec des quotients ou des autres ratios, des étoiles un peu partout qui ne veulent rien dire. On apprend à communiquer désormais vers les décideurs pour lui donner l'essentiel, soit sous forme de policy brief ou même de data visualization, qui est désormais une nouvelle technique pour, en un temps record, permettre aux décideurs de savoir de quoi parlent les données. Donc, ça, c'est une nouvelle approche qui est en cours, notamment avec l'appui de PRB. Okay. Alors, dernier élément, et ça, je ne pense pas que je puisse répondre ici. Le bilan de la recherche à SR au Burkina, c'est ça? Hein? Ah, ça,
C'est quand même, il faut un autre atelier. Il faut un autre, non, je pense que pour ce qui concerne le Burkina, je pense que c'est pour le Burkina, il y a quand même eu de nombreux progrès. Vous avez vu, même en termes de taux de prévalence contraceptive, l'approche. Hier, on a parlé comme un paradoxe que le Burkina, on remarque qu'on utilise de plus en plus les marges de progression se situent au niveau des populations pauvres. Oui, c'est normal. Ça, c'est ce que la recherche a démontré. Ça montre aussi qu'on est en train de résoudre un certain nombre de problèmes, le problème d'équité dans l'accès, parce que c'est dans les zones rurales, par exemple, que les problèmes de SR sont en train d'être résolus actuellement, puisque le niveau urbain, le milieu urbain a atteint un certain niveau. Donc il faut maintenant, il n'y a pas de place pour faire des progrès. Par contre, en milieu rural, on peut penser qu'il y a de la place et c'est ce qui se passe au niveau du Burkina actuellement. D'accord. Voilà. Au niveau du Burkina, les recherches sont orientées, ou les efforts sont orientés vers le milieu rural pour l'amélioration de l'accès à la santé de la reproduction. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Mbengue, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à... Oui, juste 30 secondes. Oui, merci beaucoup. Je voudrais seulement ajouter, peut-être que ça va choquer, je ne sais pas trop, mais contrairement à ce que j'ai entendu, moi je reste convaincu qu'il y a de l'argent, il y a du financement disponible au niveau de nos pays pour la recherche, en tout cas la recherche-action. La problématique, c'est où se trouvent ces niches de financement-là, de façon très précise. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'implication des jeunes dans la formulation des politiques, mais il y a aussi l'implication des chercheurs dans la formulation des politiques et la valorisation aussi des résultats de la recherche. Okay. Les éléments de langage, on en a parlé aussi, entre les décideurs et les chercheurs, il y a une incompréhension assez complexe. Je ne sais pas comment résoudre cela, mais je pense que fondamentalement, en termes de solutions, il y a la question de la théorie des changements qu'il faut mettre au cœur, n'est-ce pas, de la recherche et des dialogues entre ces différents partenaires-là, ce qui participerait beaucoup à améliorer, n'est-ce pas, le financement. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Donc, il y a effectivement une incompréhension entre les décideurs et les chercheurs. Et je crois que dans le cadre des recherches subventionnées par l'ICPO, c'est un domaine qui est très important, qui est pris en compte justement dans les subventions de recherche accordées par l'ICPO. Docteur Lawale, nous avons juste 30 secondes pour vous arracher quelques mots. 30 secondes, je dirais que je ne pense pas que l'argent soit un problème. Okay. L'argent n'est pas un problème. Et deuxième chose que je vais recommander, il faut que la recherche et ses résultats soient accessibles à l'utilisateur. Et les problèmes de santé, il faut le retenir, se déclinent en termes de morbidité, mortalité, invalidité et autres. Et non en termes programmatiques, élaboration. Et ceux qui produisent ces résultats-là, ce sont les infirmiers, ce sont les médecins, ce sont les sages-femmes qui sont opérationnels dans les centres de santé. Merci beaucoup. Et il faudrait qu'ils aient accès au pourquoi de leur stagnation, au pourquoi de leur amélioration. Et ça, je recommande fortement pour finir à tous les chercheurs de faire ce transfert de compétences et que chaque producteur de résultats soit capable de l'analyser, de l'utiliser et de comprendre le pourquoi de la situation. Merci beaucoup à vous, Dr Lawale. Je vais terminer par Fatou Diop, juste en 30 secondes aussi. D'accord. Donc, je pense que j'ai une question de Awa qui voulait savoir le niveau d'implication des organisations de jeunes dans le processus du PANB. Alors, Awa, pour ce processus-là, je pense que nous n'avons pas eu besoin d'impliquer les jeunes parce que c'était un plaidoyer des jeunes. Alors, tous les partenaires qui sont venus après, ils sont venus juste pour appuyer, soutenir, financer, mais réellement, c'était un plaidoyer des jeunes, plus précisément qui a été porté par l'Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction, en impliquant toutes les organisations de jeunes à travers le cadre consultatif des organisations de jeunes. Mais oui, c'était un plaidoyer pour les jeunes et par les jeunes, tous les
tous les autres partenaires ont juste soutenu. J'aimerais également, je vais finir, 10 secondes, d'accord, en apportant une contribution, un commentaire à la contribution d'Aristide. Alors, Aristide, juste pour te dire que réellement, aujourd'hui, le partenariat de Ouagadougou est en train de travailler pour la pleine implication des jeunes dans tout le processus de la recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est moi, mon rôle au sein du Conseil consultatif de la recherche. Lorsque nous avons fait le choix pour les institutions de recherche, l'un des critères de sélection était d'avoir des institutions de recherche avec au moins un jeune dans l'équipe de recherche, au moins un jeune chercheur dans l'équipe de recherche. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Maintenant, il y a toujours des améliorations et je pense que le partenariat continuera à travailler dans ce sens. Merci beaucoup. Effectivement, Merci. beaucoup de choses sont faites. Il y a des améliorations à faire. Oui, merci à vous. Très rapidement, mesdames et messieurs, nous sommes malheureusement pris par le temps. Nous ne pourrons pas ouvrir une deuxième liste d'intervention, comprenez-nous. Donc, très rapidement, je pense que nous avons fait le tour des sujets qui nous intéressaient pour le repositionnement de la recherche dans les pays du PO. Nous avons pu apprendre avec M. Mbeng qu'ils ont effectivement des défis. Et les défis, c'est 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en PF, 0 violence basée sur les gens. Je crois que c'est des choses qui nous interpellent et on espère qu'il y aura justement des efforts, notamment pour les recherches autour de ces défis. Nous avons aussi noté qu'il y a des interpellations au niveau des chercheurs pour justement axer les recherches autour des besoins et des gaps des différents pays. Donc ça, c'est quelque chose, et améliorer aussi notamment la communication entre chercheurs et les décideurs. Je crois que c'est quelque chose de très important que nous retenons à la suite de ces panels. Et enfin, je crois que nous avons aussi noté que la recherche nécessite des moyens. La recherche n'est pas aussi financée comme on pourrait le penser, même si ça a été relativisé par d'autres panélistes. Nous allons également mettre les petits plats dans les grands pour que justement les résultats de la recherche soient mieux compréhensibles par tous les acteurs. Comment faire en sorte que l'infirmier, la sage-femme, qui est au plus profond du pays, comprenne les causes de la stagnation d'un indicateur et comment justement résoudre justement ça. Je crois que c'est une interpellation du docteur Lawale. Sur ce, je vais vous remercier pour votre attention et je vais remettre le micro à celle qui me l'a remis. Merci vraiment. Merci à tous les panélistes.